Laurent Roland, Tonekes, bonjour. Ahmed Harikwa, bonjour. Amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent, on démarre par le quotidien Le Chasseur Info. Alors, Le Chasseur Info ou plutôt un autre quotidien, voyons voir, il y en a dont le titre est bien sur le même sujet, en tout cas, m'a l'air un peu plus intéressant. Voilà, celui-là, Fraternité, donc, qui écrit « Proclamation des résultats des examens de fin d'année, 73,74% de réussite au BEPC, une hausse de 4,53%, et de préciser donc qu'il y a plus de larmes de joie que de tristesse, Laurent. Oui, déjà, je voudrais peut-être d'abord donner un peu de courage à ce couple dont l'enfant est décédé il y a quelques jours des suites d'une crise, alors que l'enfant était allé au BPC et malheureusement l'enfant ne vit plus, a fait une crise, ne vit plus, mais est admis au BPC. J'imagine la douleur de son père et de sa mère en ce moment où d'autres parents sont en joie. Je voudrais aussi envoyer un peu de courage de toute façon à ses parents du côté d'Alada, dont la fille s'est jetée dans une citerne parce qu'elle a échoué au BPC. Après ça, dire félicitations à tous ces enfants qui ont réussi à avoir le BPC et féliciter ses parents aussi qui ont donné du temps à ces enfants et qui ont investi justement pour que ces enfants réussissent à cet examen. Ceux dont les enfants ne sont pas admis, beaucoup de courage, c'est un examen et donc l'année prochaine, certainement ça va sourire, la chance va leur sourire et ils auront le fruit de ce qu'ils ont investi de toute façon. Alors, après, pour moi, avant de me prononcer sur le taux d'admissibilité, je voudrais rendre hommage à ces personnes-là qui se sont sacrifiées. Je parlerai des enseignants déjà, généralement, en tout cas en général, des enseignants en général, mais un point donné particulier à ces AME, qui se sont sacrifiés malgré ce qu'on leur paye, malgré les difficultés dans lesquelles ils ont travaillé au cours de l'année, dans lesquelles ils travaillent depuis des années, parce que les enfants qui sont en train d'avoir le BPC maintenant, cela suppose que c'est les AME qui, en fait je dirais même c'est les promotions des AME, qui réussissent maintenant, et donc par conséquent, il faut au moins décerner une satisfaction à ces personnes-là qui se battent contre vents et marées, sous le soleil, et pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour que ces enfants réussissent. Parce qu'on dit, oui, il n'y a plus de grève, d'accord, mais au fond, il y a nécessité de remercier ces personnes qui ont accepté d'aller au front, travailler, servir la nation. Maintenant, pour le résultat, le taux d'admissibilité, on a pu voir, il y a au moins une croissance, en tout cas en termes... Pas de 4%. Oh, 4%, oui. 69 à 73% aujourd'hui. Oui, si les cours sont normalement bien suivis et qu'on donne le meilleur, je crois qu'on devrait avoir de bons résultats. Donc, quand on regarde même dans les écoles publiques, le taux d'admissibilité n'est pas pour autant mauvais. Même si les écoles privées ont la possibilité de donner souvent 100%, dans nos écoles publiques, pardon, les établissements publics, on a la chance d'avoir des 80%, 90%. Il y en a même qui ont donné 100% par le passé. Cette année, je ne sais pas encore qu'on a refusé maintenant de classer les départements. Oui, un peu de classement par département. Par département, on ne sait pas qui a fait d'efforts, qui n'a pas fait d'efforts. Là, je ne suis pas d'accord parce qu'il faut toujours faire le classement pour amener d'autres départements qu'il faut. De toute façon, on connaît les chiffres par département, donc après, c'est un faux dossier. Oui, non, mais non, c'est pas les. En fait, on connaît les chiffres par département. Voilà, oui. Donc moi, j'estime fondamentalement qu'il faut remercier tous les enseignants. Maintenant, le gouvernement aussi qui fait ce qu'il doit faire. Même si tous les problèmes des enseignants ne sont pas encore réglés, c'est vrai que tous les problèmes ne peuvent pas être réglés en un temps record, mais il faille que pour la rentrée prochaine, tout au moins, que le gouvernement fasse un peu plus d'efforts pour satisfaire les enseignants, pour motiver ces personnes-là qui, malgré tout, malgré les conditions difficiles dans lesquelles ils travaillent, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour avoir de bons résultats au terme des examens nationaux. Et donc, il faut que le gouvernement aussi à ce niveau fasse un peu plus d'efforts en septembre prochain pour motiver davantage ces enseignants. On a envie d'avoir 80%, pourquoi pas? Pourquoi pas 90%? Donc, c'est possible. Si les gens sont davantage motivés, je crois qu'on pourra avoir de bons résultats à l'avenir. Les chiens aboient, les réformes du président Patrice Talon passent avec vitesse, écrit à ce sujet Soleil Levant, Laurent Roland Tonekes.
Dans le même temps, le chasseur info parle par exemple des résultats qui témoignent de l'efficacité des réformes liées au BEPC rénové, enfin sur les propos du DC Garba Ayouba. Le DC a parlé, j'ai pu lire aussi le titre de Soleil Levant, et moi je pense qu'on doit quand même se calmer un peu. C'est vrai, il faut se réjouir, il faut féliciter tous les acteurs, mais pour autant, il y a des problèmes dans l'enseignement qui ne sont pas réglés. Il faut remercier en premier lieu les enseignants qui ont fait un sacrifice. S'ils doivent tenir compte des conditions dans lesquelles ils travaillent, je suis sûr qu'on n'aurait pas pour autant ce résultat. Et il faut remercier les établissements privés, les promoteurs d'établissements privés qui jouent un rôle essentiel. Parce que si on prend les pourcentages au niveau des écoles privées, publiques et qu'on considère avec, on compare avec les scores, en tout cas les pourcentages au niveau des établissements privés, on sent qu'il y a un fossé. Et donc, à ce niveau, si le taux est à 113% au plan national, c'est qu'il y a un effort des privés qu'il ne faut pas négliger. Donc, réforme ou pas réforme, ce n'est pas le plus important. Le plus important pour moi maintenant, j'ai dit il faut féliciter le gouvernement, mais après les félicitations, il faut que le gouvernement se penche davantage sur les conditions des travailleurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Si on doit tenir compte des conditions, je ne suis pas sûr qu'on peut avoir ces résultats. Et si toutes les écoles privées fermaient aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir 73% au plan national. Ce n'est pas évident. Donc il faut plutôt que de dire que les chiens aboient la cabane. Je comprends, oui, encore que le promoteur de ce journal, c'est un conseiller commun, c'est un élu local, un agent au maire qui soutient le pouvoir. Non, il est de l'UPR, il faut appeler un chacha, il est de l'UPR. Donc ça se comprend que ça, je dirais, je suis tenté de dire que c'est un journal pro-gouvernement. Donc ça peut se comprendre, mais je pense que parfois, remercions les vrais acteurs plutôt que de dire que c'est les réformes qui ont conduit à ça. En tout cas, le ministre Yves Kwao-Chabi, justement, a plus ou moins la même perception des choses que vous, puisque dans les colonnes du Chasseur Info, on apprend donc qu'il témoigne sa reconnaissance aux acteurs du système éducatif béninois, donc tous les acteurs c'est une réaction honnête. Voilà. C'est une réaction honnête. Il faut remercier les parents d'élèves. Il faut remercier les enseignants. Il faut remercier les apprenants. Les apprenants. Il faut remercier les établissements privés. Toutes ces personnes sont à remercier. On ne va pas mettre de côté ce que le gouvernement fait, je le dis. Le gouvernement fait un effort, mais on a besoin davantage que le gouvernement fasse mieux que ce qu'il fait pour motiver le personnel enseignant. Allez, les épreuves orales prévues en tout cas pour le mercredi donc prochain à partir de 7h. Et mercredi prochain également sont annoncés, Laurent Roland Toninquez, les résultats du baccalauréat 2024. Oui, le baccalauréat, oui, on attend aussi ça. Le premier diplôme universitaire, 10 ans, même si on n'a jamais mis pied à l'université. Ça permet de mettre pied à l'université, quoique. Oui. Quoique. Donc, moi, même ça, on peut. Oui, bon. Mais bon, ça, non, en fait, mettre pied à l'université n'est pas le problème. Aller s'asseoir pour prendre les cours. C'est de ça, moi, je parle. Parce que tout le monde peut aller, hein, même un maçon peut aller mettre pied à l'université. Donc, oui, espérons que le taux de réussite à ce niveau aussi soit assez intéressant. Bon, ça dépend des apprenants et ça dépend du rendement de l'année. Hein. On attend de voir ce qui va se passer. Oui, je ne sais pas si vous avez une anecdote à nous raconter par rapport aux résultats du bac. La dernière fois, vous avez raconté une très belle par rapport au BEPC. Je ne sais pas si vous en avez par rapport au bac ou il ne s'est rien passé de... Non, ce qui s'est passé bon, pas bizarre, parce que je me rappelle qu'à quelques jours, je vous ai dit, j'ai déjà dit ça une fois ici, pour aller au bac, la veille, je n'avais pas un stylo, c'est une camarade de classe qui m'a donné son stylo, qui m'a donné un stylo, Nelly Adillon, si elle me suit ou bien si des proches à elle me suivent actuellement. Vous n'aviez pas de stylo? C'est elle qui m'a donné un stylo. Jusqu'à la veille, je n'avais pas encore acheté de stylo. Je crois le dimanche, surtout aux 16h. J'étais allé regarder comment vous appelez, mon numéro de table, ma salle, et puis je suis revenu. Je suis pas dit, j'ai pas encore acheté. Elle m'a donné un stylo. Et puis après, je crois qu'il y a d'autres personnes que j'ai citées, parce que Mme Aguedi Chantal, qui est enseignante à Gomela, et puis Mme Baguidi, je dirais Mme de Sousa, Jacqueline, la mère de notre confrère Istine Tidjani, et puis ma grande sœur. Ces personnes qui à l'unanimité m'ont soutenu pour le bac. Mais le jour où j'ai eu le résultat, je me rappelle qu'il y avait mon professeur de philosophie, Mme Ruissine, paix à son âme, qui me gardait, et donc j'occupais la première place en philosophie.
jusqu'à aller au bac. Et donc, quand j'ai eu le bac, elle était dans la cour, j'ai commencé par courir, elle a crié, arrêtez, puisque je voulais aller au bord de la voie pour courir, pour sortir de la maison, donc elle m'a arrêté. Et donc elle me disait, mais je savais que toi tu allais réussir, parce que, et puis, fort heureusement aussi, j'ai eu 14, je crois, dans sa matière au bac. C'est ce que j'ai pu, ce qui s'est passé le jour où j'ai eu les résultats. C'est vrai que il y a quelque chose qui m'a marqué le plus parce que après ça, ma mère a demandé d'organiser une fête. J'ai organisé la fête. J'ai invité des parents proches qui n'étaient pas venus à la fête. Ça m'a marqué. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais oublié ça. Ça a été un coup dur parce que c'est vrai qu'avant le bac, ses parents avaient dit à ma mère que j'étais devenu un délinquant, que je n'allais plus à l'école. Ce qui fait que même à quelques jours du bac, je n'avais même pas d'argent pour manger. Je vous ai dit, c'est la maman de Dine qui m'a donné à manger tous les 3 jours, la madame Aguedi Chantal qui m'a donné de l'argent, madame Baguedi qui me donnait à manger les soirs quand je rentrais. Autant de choses, c'est des choses que j'ai vécues dans ma vie, mais bon, après tout, écoutez, moi je le dis, parfois je partage ces histoires-là. Peut-être que d'autres personnes nous suivent aujourd'hui, sont en difficulté pour leur dire, écoutez, ce n'est pas la fin du monde. Et n'allez jamais vous suicider. Mais voilà, prenez la vie du bon côté. Il y a toujours le meilleur quelque part. Après ça, c'est passé. Moi, je vis, je ne suis pas riche, hein, mais je suis heureux quand même dans mon coin. Et je rends grâce à Dieu tous les jours. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie. Même si vous n'avez personne aujourd'hui qui peut vous soutenir, sachez que Dieu peut envoyer des gens. Et malheureusement, ma camarade au bac, Nelly Adion, a échoué au bac. Et j'étais admis. C'est elle qui vous a remis son stylo. Qui m'a donné un stylo. Peut-être le stylo. Ça m'a marqué, Mais l'année prochaine, non, Dieu sait faire ces choses. Peut-être était le stylo qui allait lui permettre de réussir. Mais c'est vrai que l'année prochaine, l'année qui a suivi. Le stylo préparé. Non, pas préparé. Big Dida, comme on dit. Non, je connais très bien, elle est une chrétienne. Mais après l'année qui a suivi, elle a été au bac. Dieu sait faire ces choses. Elle a été admise, mais elle a réussi à avoir aussi le secours. Ce que moi, je n'avais pas eu au bac. Voilà, donc. C'est un mal pour un bien, finalement. En tout cas, on souhaite donc bonne chance. À ces personnes-là. Ce qui est sûr, c'est le bac, il faut le dire, parfois, la chance joue pour certains. Parce que j'ai eu 2 mois en mathématiques. J'étais admis, mais je sais que les gens ont eu 2 après comme moi en mathématiques, ont échoué. Voilà. Et je me rappelle ce camarade qui embêtait le procès notre procès d'histoire, j'ai eu un autre procès. Et qui est allé au bac, a eu de bonnes notes dans toutes les matières, mais malheureusement, en maths, a eu 0, a échoué. Avec 11 de moyenne. 0 éliminatoire. Avec 11 de moyenne, il a échoué. C'est en cela qu'on ne dira jamais assez, il faut faire l'effort dans toutes les matières. Oui. Il ne faut abandonner aucune matière. Ne faites pas comme moi. Après, vous faites bien aussi d'appeler les uns les autres à faire face à toutes les situations sans jamais penser donc à sauter la vie, parce qu'on sait très bien. Alors déjà pour le BPC, on a appris cette fille qui malheureusement s'est jetée dans une citerne. Après avoir appris donc qu'elle a échoué au BPC. Alors on le sait, avec le bac c'est encore plus d'émotion. Donc on va demander aux parents de bien encadrer les enfants. Pourquoi ne pas garder les enfants à la maison? Les accompagner peut-être au lieu de délibération, ou les garder à la maison et aller faire. Moi je me rappelle par exemple, père son âme, mon père était toujours le premier à aller chercher nos résultats, quand bien même on était tous brillants. Enfin, vous avez la chance. Moi, j'ai brillant, mais notre papa allait toujours chercher nos résultats, toujours. Moi, malheureusement, il était souvent le premier dans l'instant de délibération. moi, malheureusement, j'ai affronté tous les résultats seuls, même au CP aussi. J'étais face à mes responsabilités, j'étais allé regarder. J'ai reçu le premier choc quand j'étais allé au CP. Bien qu'étant meilleur de ma classe, j'ai échoué. Après, je suis allé voir BPC également. Je vous ai expliqué la semaine dernière ce qui s'est passé. Le bac également. Donc, toutes les fois pour mes examens, il n'y avait pas papa, il n'y avait pas maman. Je devais aller suivre ça moi-même. Fort heureusement pour moi, je suis admis au BPC au bac une fois. Sinon, j'imagine la douleur. J'imagine, en tout cas, pour ceux qui peuvent, allez-y avec vos enfants, laissez-les à la maison et allez chercher les résultats. Voilà, ceux qui sont avec les enfants, il faut les protéger parce que les enfants sont. Vous imaginez hier quand on a dit qu'une fille s'est jetée dans une citerne, peut-être que ça peut donner des idées à d'autres enfants automatiquement. Donc, il vaut mieux garder les enfants. Aujourd'hui, on peut reconsulter les résultats en ligne. Il faut les garder à la maison, consulter soi-même les résultats.
et leur donner les résultats. Si c'est mauvais, j'ai vu un directeur d'école hier dont la fille a échoué, il a appelé la fille, il a dit, la fille pleurait, il a dit la fille, non, c'est pas un problème. C'est pas la fin du monde. L'année prochaine, tu vas réussir. Et toi-même, tu sais que tu n'aimes pas travailler dans telle matière, non. C'est un directeur d'école, il pourrait s'énerver, taper la fille pour dire, tu m'as reni. Mais il est directeur, il a été directeur départemental d'enseignement, donc je ne dirais pas le département. Mais au moins, voilà quelqu'un. Il y a aussi la manière dont justement les parents gèrent cette situation avec les enfants. C'est très important, Laurent. Allez, autre sujet. On en parlait hier en plateau. Soleil Levant en parle aussi ce matin. Je pense que c'est Soleil Levant qui en parlait déjà également hier, mais sous un autre angle. Dédoublement en cours de la route Akasato à Lada. Nécessité de créer des carrefours pour faciliter la circulation. Les voies s'élèvent déjà. Tel que la voie se réalise, quand vous voyez les séparations qui sont au milieu de la voie, vous vous rendez compte que pratiquement il n'y a pas de carrefour. Voilà. Peut-on faire des voies sans carrefour? Ça me rappelle alors, je crois que j'ai comme l'impression qu'on veut faire comme le tronçon qui va à Porte-Nouveau, où il faut faire une grande distance, une longue distance avant de trouver un carrefour. Avant de trouver un carrefour. Je crois que il y a des carrefours qui existent déjà sur ce tronçon. On ne dit pas de multiplier les carrefours, d'ajouter de nouveaux carrefours. Mais quand même, quand vous prenez à Grand-Sa, par exemple, c'est un carrefour. Quand vous venez, vous quittez à Grand-Sa, vous venez au niveau de Calvet, bon, c'est vrai que ce carrefour, c'est en 3 voies, c'est pas en 4 voies. Mais il y a des endroits où il faut nécessairement trouver, comment vous appelez, alors, mais par exemple, là, c'est bloqué. On voit à Betagbo, sous les pylônes aussi, apparemment, est-ce qu'ils vont bloquer? On attend de voir ce qu'ils vont faire là, à ce niveau. Il faut nécessairement que des carrefours soient prévus sur ce tronçon pour faciliter la circulation. Je ne peux pas quitter, par exemple, à Lomé et aller jusqu'au niveau de Sievra ou bien je sais quoi, avant de tourner, ou bien aller, quand je quitte là, je vais contourner, je dois aller jusqu'au niveau de Carrefour Kékou ou bien Carrefour Médecin avant de contourner. Il faut trouver les moyens pour ne pas fatiguer les riverains. C'est important. Le matinal, Laurent Roland Tonekes, eh bien, nous intéresse à présent. La une va s'afficher. Et à la une justement du quotidien, le matinal à lire ce matin. Médiation donc, des anciens présidents béninois dans la crise Bénin-Niger. Soglo en avait parlé avec Talon, les confidences du porte-parole du gouvernement. Je disais quelque part hier qu'il faut revoir la communication gouvernementale parce que on a pu voir ceux que nous pouvons appeler, désigner comme les collaborateurs de la direction de la communication, aller dans tous les sens. C'était parmi ces réseaux sociaux désavouer les 2 anciens chefs d'État pour dire qu'ils les envoyaient là-bas avec des propos peu courtois dans une certaine mesure. On a pu voir tout ça. Et je crois que sur ce plateau, quand on en parlait, je disais si. Et vous me disiez, mais non, je disais non. Je préfère mettre le si pour m'assurer que, bon, après, si on a les preuves que s'ils se sont rencontrés avant, là, ça passe. Mais voilà des gens qui ont tout fait et qui étaient censés avoir la meilleure information, mais qui très tôt ont désavoué les 2 anciens chefs d'État en les traitant de tous les noms parce qu'estimant que c'est des opposants et donc rien de bon ne pouvait sortir de leur démarche. Et le gouvernement, voilà le porte-parole du gouvernement, puisqu'on a eu l'information d'hier la semaine passée par le biais d'un journal qui dit que le chef de l'État aurait reçu l'ancien président Nicéphore Soglo avant qu'il est parti à Niamey. Le porte-parole du gouvernement vient de confirmer. Moi, j'estime qu'il y a un problème à régler au niveau de la communication gouvernementale. Il faut nécessairement discipliner les jeunes qui travaillent avec la direction de la communication pour qu'ils sachent quoi mettre sur les réseaux et quoi dire dans leurs commentaires ou autres prises de position, ce qu'ils doivent mettre. Exemple simple, je discutais avec quelqu'un hier dans le même sujet. Quand on parle du DG, Anip, le porte-parole a dit qu'il n'a jamais démissionné, qu'il est encore en poste. Mais quelqu'un me dit non, il y a quelqu'un qui écrivait que non, c'est les journalistes en tort, en griffe, de cette manière comme ça. Et je réalisais pour dire non, ce n'est pas les journalistes. Je disais, il faut revoir la communication gouvernementale. Et je crois qu'un des leurs a dit, ah non, est-ce que c'est le gouvernement qui a annoncé que Yamouda est parti? Mais je suis allé sur Facebook. J'ai checké les pages Facebook de ceux-là qui communiquent le gouvernement. J'ai pu voir sur la page d'un élément qui communique le gouvernement annoncer
que le DG Pascal Yamouida a démissionné. Et a précisé aussi même qu'il a été remplacé par le sieur Adjinankou. Loin de là encore. Les journaux pro-gouvernement, on les connaît. Mais beaucoup parmi ces journaux ont annoncé la démission de Pascal Yamouida. La moindre des choses, c'est déjà même que ces journaux pro-gouvernement, on les connaît. Hein. Je ne vais pas les citer, ils se connaissent également. Mais qui ont aussi annoncé qu'il a démissionné et qu'on l'a déjà remplacé. Qu'on l'a déjà remplacé. Donc, ce n'est pas la faute à tout le monde, c'est la faute à ceux qui communiquent pour le gouvernement. C'est à eux de revoir leur posture, de rappeler à l'autre ceux qui travaillent avec eux. Non seulement les jeunes clés qui communiquent avec eux, mais en même temps aussi de travailler à ce que tous les journaux qu'on connaît déjà, c'est un secret de polichinelle pour le gouvernement qui communique, doit pouvoir faire attention sur ce qui communique par le passé. Parce que quand ils communiquent comme ça, et qu'après le porte-parole du gouvernement vient dire encore autre chose, ça les discrédite en même temps aussi, ça met à mal la communication gouvernementale. C'est pas sérieux. Allez, allons à la une du quotidien Matin Libre à présent. Elle va s'afficher la dite une et on va pouvoir y lire CE2AO, 65e session ordinaire. Talon, une absence 1000 interrogations. On en parlait d'ailleurs hier en plateau avec Olivier Michel de Compos et Hamzat Abdoulaye. Oui, cette absence est stratégique. Dans une situation où la CEDEAO prend des mesures et que vous êtes les seuls à appliquer de A à Z cette décision et que vous subissez les revers aujourd'hui, et que deux anciens chefs d'État ont commencé une médiation, la moindre des choses, c'est d'éviter tout discours, d'éviter tout acte qui pourrait contribuer à encore compliquer la situation. Donc, si Patrice Talon ne s'est pas rendu à ce sommet de la CEDEAO, on ne va pas lui en vouloir. Et ne pas se prononcer également aussi, c'est une manière de pouvoir travailler à la calmie, à la paix entre les deux pays. Et on attend de voir, peut-être après ça, les autres sommets pourront se présenter. Moi, je pense que cette absence est bien stratégique et justifiée. Il faut faire l'effort d'éviter de parler, de prendre position dans une certaine chose, dans un certain nombre de situations, au point d'aggraver la situation. Donc, c'est une absence stratégique qui témoigne d'une volonté justement d'aller quand même à la résolution de cette crise. À la résolution de la crise donc, entre le Bénin et le Niger. Alors, concernant toujours ce sommet de la CEDEAO, l'emblème du jour nous informe que la CEDEAO nomme Bassirou Diomaye Faye et Faure Gnassingbé facilitateurs avec l'Alliance des États du Sahel. Oui, vous savez, quand Diomaye Faye est arrivé, Bassirou, il était allé au Mali, au Burkina, je crois, et puis vous avez pu voir qu'il a tenu un discours que les autres n'ont pas totalement apprécié. Bon, est-ce que la CEDEAO est dans la démarche de mettre encore en difficulté Bassirou Diomaye Faye qui vient d'arriver? Parce que j'ai pu voir, ils ont déjà mis en difficulté Patrice Talon, et notamment le Bénin. Et le jeune président élu, on le met facilitateur, alors que eux qui étaient là, et qui ont d'ailleurs même contribué à ce que les autres en arrivent à se décider, et se restent à la touche. Maintenant, on voit le jeune, sachant qu'il était déjà allé là-bas, dans ces pays-là, il avait tenu des sous que les autres n'ont pas appréciés. Moi, je pense que c'est à Bassirou Diomaye Faye de faire très attention, de savoir quoi dire face à ces chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger, pour ne pas subir leur colère également. Et c'est pareil, je crois que Faure qu'on met dans le jeu, ce n'est pas pour autant mauvais, parce que quand il y a une crise entre le Bénin et le Niger, Faure profitait de la situation. C'est vrai que certains se demanderont pourquoi Faure, parce qu'il profite de la situation entre le Bénin et le Niger, mais est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas été forcément un aussi bon élève que le Bénin dans cette crise. De toute façon, la CEDEAO et, facilitateur entre l'AES et la CEDEAO, est-ce que ça va aboutir? Les autres sont allés très loin dans leur volonté. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas chercher à forcer les choses pour dire nécessairement il faut les ramener à la raison. Il faut faire avec. Il faut faire avec dans une certaine mesure, parce que ce que les autres dénoncent, c'est l'impérialisme. Pendant ce temps, les autres pays n'ont pas encore dénoncé ça. Donc, ils ne parlent plus le même langage. Alors, comment est-ce que vous qui ne parlez pas le même langage, vous voulez toujours demander aux gens de revenir à la raison? Ce n'est pas évident.
la meilleure chose à faire, c'est peut-être de les considérer comme étant une association maintenant, mais de continuer à travailler avec eux en mettant en place un certain nombre de règles, de règlements qui lient leur association à la CEDEAO, et puis on continue. Allez, sur la même question, en tout cas, celle liée à la crise entre ces États du Sahel, les États de la Confédération donc, du Sahel, comme il convient de les appeler désormais, et la CEDEAO. Gascani Info écrit retrait des États sahéliens de la CEDEAO et cas de la Grande-Bretagne, la famine clignote. Je crois que c'est une mauvaise lecture que de dire que la famine clignote au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Vous savez, le problème que ces trois pays ont, c'est le problème de mauvaise gestion. Si en réalité, les ressources dont dispose le Niger étaient bien gérées, le Niger serait de très loin un pays développé. Si les ressources étaient bien gérées au Burkina Faso, au Mali, ces pays seraient de très loin des pays très développés. N'oubliez pas que c'est des pays qui ont de l'or en quantité, du pétrole, un certain nombre de ressources minières en quantité et qui pourraient faire la fortune de ces pays, pourraient se développer même sans l'intervention d'une puissance étrangère. Mais sachant très bien que pendant des années, ce sont ces puissances étrangères qui ont siphonné les ressources de ces pays, exploité en maintenant ces populations dans la misère. Donc si Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tiani ont une bonne vision pour leur pays, aucune famine ne frappera leur pays, aucune famine. Encore que quand vous regardez dans les trois pays déjà, il y a un pays qui montre le signal assez fort. Mais ce n'est pas peut-être prendre connaissance des derniers événements au Burkina Faso que de penser que la famine clignote au Mali, en comparant le Mali à la Grande-Bretagne. Ces pays, Grande-Bretagne, France et autres, n'ont pas de ressources pour autant. Ces pays vivaient en tout cas de l'exploitation des ressources dans d'autres pays. Le Burkina Faso aujourd'hui, avec la dynamique mise en place par Ibrahim Traoré, il y a les jeunes qu'on a envoyés, les jeunes volontaires qu'on a envoyés dans les fermes qui travaillent à produire en quantité. Et n'oubliez même pas qu'avant même qu'il y ait crise, coup d'État au Niger, au Burkina Faso, c'est quand il y a manque de tomates, la tomate vient du Burkina Faso. Oui. Et c'est un pays qui produit en quantité les fraises. Et c'est un pays qui, en tout cas, l'autosuffisance alimentaire n'est pas un problème dans ce pays aujourd'hui, pour qu'on parle de famine. Et au Niger, c'est vrai qu'ils ont quelques problèmes de pluviométrie, mais pour autant, c'est eux qui envoient en quantité d'oignons. Quelle quantité d'oignons nous produisons au Bénin? Donc si ces pays-là ont la possibilité de produire de l'oignon en quantité, ça veut dire que si une bonne dynamique est insufflée dans ce pays, ils peuvent avoir de la production vivrière, encore que, ils produisent beaucoup ils ont beaucoup de production qu'ils envoient au Bénin. C'est des gens qui ont des ressources. Moi, je pense que le seul problème que ces pays peuvent avoir aujourd'hui, c'est la question de gouvernance et de gestion des ressources. Si, tel qu'on voit Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso, on voit Tiani comme ça sur le terrain, on voit Assimi Goïta comme ça, je crois que ces pays n'auront rien à envier au Bénin, comme qui a la mer, qui a une bonne pluviométrie, qui est bien arrosée. Donc, moi, je pense que c'est une mauvaise lecture que de penser ou que de dire que la famine clignote dans ces pays parce que les gens ont décidé de créer la ESA et de quitter la CEDEAO. Encore que la CEDEAO a apporté quoi véritablement à quel pays en termes de famine depuis que ça existe? Posons des vraies questions. La CEDEAO a apporté quoi concrètement en termes d'autosuffisance alimentaire dans les pays? La CEDEAO a apporté quoi en termes de mécanisation agricole dans les pays? La CEDEAO a apporté quoi? C'est autant de questions qu'on peut poser aujourd'hui et se rendre compte que tous les pays qui voudront assurer leur autonomie et se donner les moyens pourront, surtout que ces pays qui ont je compte précise, c'est pas comme le Bénin, ils ont l'or en quantité, ils peuvent produire et vendre, ils peuvent exploiter. Rien que l'or déjà peut donner des devises à ce pays et avec l'investissement en agriculture, ils n'auront rien à envier à le pays. Ce petit clin d'œil au drépanocytaire dans les colonnes de Fraternité ce matin, ou à la une, devrais-je dire, saison de pluie, le calvaire des drépanocytaires, risque d'infection pulmonaire et respiratoire, le miel, un allié sûr. En 30 secondes, Laurent. Oui, les drépanocytaires, il faut vraiment travailler à les protéger en ces périodes-ci, faire en sorte que véritablement ces enfants soient protégés contre la fraîcheur, parce que c'est en ce moment que
Beaucoup parmi eux tombent malades, beaucoup parmi eux décèdent même d'ailleurs. Et les parents, c'est des courses contre la montre pour les parents qui doivent aller dans les grands centres pour faire la transfusion sanguine, autant de choses. Et donc, il faut vraiment que ces parents travaillent à protéger ces enfants. Mais pour finir aussi, demander à ces jeunes qui s'amourachent tout le temps, n'importe comment, sans pouvoir se contrôler, sans pouvoir savoir leur effraie état, qui se mettent ensemble pour faire des enfants, et qui ont la drépanocytose, et puis après, c'est des charges pour eux. Ouais. J'en ai rencontré une la dernière fois qui s'est amourachée avec un monsieur, elle est tombée enceinte, l'enfant est né, c'est un drépanocytaire, et puis aujourd'hui, le monsieur lui a abandonné l'enfant, et ce sont ses parents et elle qui supportent l'enfant. C'est une charge pour la famille. Donc, les jeunes aujourd'hui, vous voulez vous mettre ensemble, vous voulez aller coucher ensemble. Assurez-vous que l'autre, son état est bon et que vous ne serez pas confronté à de telles difficultés. À bon entendeur. Merci à vous, Laurent Roland-Antonin.